Voilà, C'est normalement, que fait alors. c'est lancé. Salut Laura. Et du coup, on va pouvoir commencer la présentation. Hop là. Ok, bonjour à tous. Bienvenue à cet événement pour savoir comment faire connaître sa startup. Juste, je vais vous expliquer très brièvement comment on va procéder pour cet événement. Alors, tout d'abord, je vais vous donner quelques petites nouvelles de l'Entrepreneur Club, 3 fois rien. Et ensuite, on passera directement à la présentation par Christian, qui est notre invité aujourd'hui. Et à la fin de l'événement, vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Vous avez en gros un gros QR code que vous pouvez voir là. N'hésitez pas à le scanner, ça vous renvoie sur une page avec tous les liens pour rejoindre notre Discord, notre site web, notre Instagram et le LinkedIn. Donc, n'hésitez pas du tout à le scanner. Ça, c'est pour alors pour les news d'Entrepreneur Club, on est en train de mettre en place quelque chose qui a bien marché. C'est que tous les lundis soirs, on ouvre ce qui s'appelle un Play Adventure. C'est un site web où on peut balader un petit personnage et qui permet de chatter assez facilement. On fait ça tous les lundis soirs. C'est un peu pour faire du networking, un peu comme autour d'une bière, seulement en virtuel. Donc, si vous voulez vous joindre à ça, on lancera ça sûrement tous les lundis soirs et on mettra un peu plus d'infos sur le Discord. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Christian Jacot-Descombes avec nous. Il a été tout d'abord diplômé en psychologie à l'Université de Genève, puis ensuite, il a été producteur à la radio suisse romande, journaliste à l'Hebdo, et ensuite responsable de la communication à la BCV et aussi chargé des relations. Je vais le laisser tout de suite commencer sa présentation. Et voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Juste peut-être une ou deux précisions si je regarde un peu en dessus de la caméra, vous ne voulez pas, mais j'ai un ordinateur chinois qui a placé la caméra dans le clavier, ce qui fait que c'est un peu compliqué entre l'écran et le clavier. Pour le reste, j'ai pris quelques notes comme ça pour réfléchir un petit peu au sujet qui vous préoccupe. J'ai essayé un peu d'utiliser mon expérience. C'est pas des recettes miracles, c'est pas un mode d'emploi exhaustif, c'est juste comme ça deux trois idées et puis on peut partager au sujet desquels on pourra échanger si vous avez des questions à la fin. Voilà, ça c'était un peu le préambule. Alors maintenant, on va essayer ce qu'on a répété tout à l'heure qui marchait très bien et on va voir si ça fonctionne toujours. Vous voyez quelque chose? C'est Ouais. bon. Ça marche? Ouais. Alors, voilà. Donc, l'idée, c'est de vous parler un petit peu de l'entrepreneuriat et des médias, peut-être en toile de fond. Juste avant, je crois que tout a été dit, j'avais prévu une petite présentation. En gros, effectivement, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé par faire de la psychologie. J'ai travaillé pendant 5 ans comme neuropsychologue au CHUV à Lausanne. Je faisais principalement de la recherche sur les gens qui avaient des difficultés de langage. Donc, c'était ma première approche avec le langage sur un plan un peu pathologique. Ensuite, là, on est dans les années 80, que vous avez donc évidemment pas connu. Mais il y a eu un phénomène à un moment donné qui s'appelait les radios libres. C'est-à-dire qu'avant ça, toutes les radios étaient monopolistiques, elles appartenaient à l'État ou à des groupes privés, mais il fallait des licences, c'était très compliqué. Et à un moment donné, là, dans les années 80, il y a eu les radios libres, tout le monde a commencé à faire de la radio, comme aujourd'hui on fait des podcasts. Et c'est ça qui m'a amené à faire ensuite, à devenir journaliste et à travailler pour la RTSR pendant un certain nombre d'années. Le problème avec la RTSR, c'est qu'il faut la quitter, c'est un gros effort que j'ai réussi à faire parce que j'ai eu un peu de chance et j'ai pu passer du côté de la presse écrite. J'étais à l'Hebdo, ça lui a pas porté chance puisqu'il a disparu quelques années plus tard. Mais enfin, c'était intéressant de voir un peu comment ça se passe dans un magazine généraliste, presse écrite, au moment où la presse écrite commençait déjà à avoir pas mal de difficultés. Et puis ensuite, j'ai fait le saut dans la communication corporate avec la BCV, où là, je suis resté pendant près de 15 ans.
Une des choses que j'ai faites à la BCV, c'était de créer le Silicon Valley Startup Camp, qui est donc une initiative dont le but est de favoriser l'esprit d'entreprise chez les étudiants du canton de Vaud. Je crois que parmi vous, ce soir, il y en a 3 qui sont là et qui ont participé à ce camp. Et on a fait ça pendant que j'étais à la BCV 7 ans, sauf erreur. Il y a encore eu une édition après moi. Et puis après, il y a eu les mêmes ennuis qui ont embêté tout le monde et qui ont fait que ça a été suspendu. J'espère que ça reprendra. Après avoir fini de travailler à la BCV, en 2019, je suis parti faire un voyage d'une année, principalement autour du Pacifique. Et puis en rentrant, j'ai fait comme vous, j'ai essayé de créer ma propre entreprise qui s'appelle Travel Factory. En fait, c'est une agence de voyage online. Lancé ça en mars 2020, vous voyez que j'ai un sens des affaires quand même assez développé. Donc il a fallu reporter un petit peu les choses. Voilà. Alors, maintenant, la question des médias. Peut-être juste un petit background sur les médias qu'il faut savoir, parce que l'histoire des médias et de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat ou de l'économie de manière générale, c'est toujours un peu compliqué, c'est pas tout simple. Pour les médias, ce qu'on peut dire, il faut peut-être se rendre compte de ça, pour moi c'est assez important, c'est que c'est un business model très évolutif. Il faut savoir qu'au début, dans le fond, dans la plupart des cas, la presse ou les médias n'ont pas répondu à un besoin d'information. Au tout début, en fait, il y a eu les imprimeurs. Il y a encore quelques années, la plupart des journaux qui existaient encore en Suisse romande étaient la propriété d'imprimeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les imprimeurs cherchaient à créer une demande. Donc, ils ont commencé à faire des espèces de flyers, on ne disait pas comme ça à l'époque, où on faisait de la publicité pour les commerces locaux, etc. Puis, peu à peu, on a ajouté un peu d'informations pour rendre ça plus attrayant, et puis finalement, c'est devenu des journaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les annonces ont précédé l'information, la publicité a précédé l'information. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'hebdo, et je pense que dans les journaux, c'est encore comme ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont beaucoup moins épais aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque, c'est la pub qui paye l'info. C'est-à-dire que si on a de la publicité pour remplir un journal de 36 pages, on fait 36 pages et puis on met de l'info pour faire 36 pages. Donc, il faut bien se rendre compte dans quel sens était le besoin. Puis bon, plus tard, on a vu ce qui s'est passé. Quand la publicité se détourne, eh bien, l'information plonge. C'est le problème qu'a connu la presse depuis toutes ces dernières années, avec la disruption liée à l'Internet, et notamment à Google et aux réseaux sociaux. Conséquence, on a une réduction assez importante dans les rédactions, à peu près dans toutes les rédactions, sauf dans le service public, pour des raisons évidentes, puisqu'on n'est pas dépendant de la pub, en tout cas beaucoup moins. Sous l'influence de la robotisation, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui est arrivé à Science et Vie, j'imagine que c'est un magazine qui devait vous intéresser, où toute la rédaction a démissionné d'un bloc, parce qu'en fait, peu à peu, on arrivait aux articles écrits par des robots, puis ça a posé tout un problème. Conséquence de ça, la charge de travail des journalistes a beaucoup augmenté, et en même temps, on a une paupérisation du métier. Alors, on a finalement un paysage assez dépressif. Je discutais avec une journaliste de l'Illustré l'autre jour, elle me disait, le premier jour du cours que j'ai fait à l'université de Neuchâtel sur le journalisme, le conseil du type qui nous donnait le cours, c'était « n'y allez pas ». Donc, c'est pas très, très encourageant, mais elle y allait quand même, et puis elle a bien fait parce qu'elle fait bien son boulot. Et puis, elle a dit prendre du plaisir. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors maintenant, on est dans une recherche de business model qui, à mon avis, n'a pas encore été parfaitement trouvée. Il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers le gratuit. Vous avez vu, il y a des initiatives comme Blick et Watson ici en Suisse romande. Il faut savoir là aussi que ça dépend de la pub. Blick et Watson ont intérêt à se développer en Suisse romande parce que ça leur permet d'obtenir des publicités d'annonceurs nationaux, comme la Migros, la Coop, etc., qui ne font pas si c'est que régional. Donc, ce n'est pas, encore une fois, parce qu'il y a un besoin d'information que des journaux gratuits comme Blick et Watson se développent en Suisse romande, mais c'est parce qu'on veut obtenir des marchés. Et puis, il y a des tentatives de recherche de nouveaux financements publics, que ce soit par des fondations ou par des subventionnements publics, pour essayer de sauver un peu ce qui reste. Alors, ça donne des relations un peu particulières avec l'économie et le monde des entreprises. Pourquoi? Parce que
D'abord, les médias, c'est un microcosme en soi. Il faut savoir que c'est quelque chose, c'est un monde un peu à part, qui souvent d'ailleurs a tendance à rester, on est un peu dans notre soi. Il y a des règles propres, une filière de formation, une hiérarchie, etc. Un des problèmes importants pour moi, c'est que du point de vue des sources, du vivier, on est dans une quasi-monoculture. Les journalistes viennent quasiment à 100% des sciences humaines, de Sciences Po principalement, de sociologie, de lettres, un peu de relations internationales aussi, un peu parfois de psychologie, mais enfin assez rarement du domaine des sciences un peu plus dures. J'ai connu un type qui était physicien, qui était journaliste à la Radio Chiffre Monde, et en fait, il a fini à la météo, donc ça s'est pas très très bien passé. Sur le plan politique, on sait que, ça c'est pas moi qui le dis, on a fait des sondages, on sait que 80% des journalistes en général se situent plutôt à gauche. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu un changement de paradigme où finalement, le journalisme était un métier qui est voué à la recherche de la vérité. On va enquêter, on va chercher sur le terrain pour savoir un peu ce qui est vrai, démêler le vrai du faux, etc. Et puis là, maintenant, on assiste à un militantisme toujours plus important de journalistes qui sont là pour défendre le bien, une juste cause, etc. Alors ça, c'est un peu le phénomène de l'époque, mais c'est un vrai changement tout à fait sensible. Ça donne un biais un peu cognitif propre à la presse qui fait que finalement, on a une manière de penser qui est plus proche de celle de la politique que celle des gens qui sortent des STEM, très clairement. On est plus dans l'émotion, l'idéologie que dans les datas et la logique. C'est comme ça, moi, personnellement je le regrette, mais c'est vrai que c'est une chose qui est assez importante. Du coup, il y a une défiance un peu plus grande vis-à-vis d'un type qui serait entrepreneur, qui parle de son bilan ou qui parle de ses recherches, plutôt qu'un artiste qui nous dit tout ce qu'il a sur le cœur et ses bons sentiments. J'entends très souvent, on a quand même un peu, ça crée un biais. Et puis, on a une défiance aussi un peu naturelle envers l'économie, qui, à mon avis, est liée au fait que l'économie est un peu compliquée. Faut avoir quelques notions quand même. Il faut connaître un petit peu, il ne faut pas être répugnance pour les chiffres. Et du coup, ça peut créer un petit problème. Et puis finalement, la presse aujourd'hui a deux raisons d'être fâchée avec la nouvelle économie. C'est que Google a disrupté le monde de la pub, donc ça a fauché les revenus. Et puis les réseaux sociaux ont, en plus de la pub, disrupté le monde de l'information. Donc donc pour eux, c'est quand même assez difficile. Donc ça, c'est un peu les moins pour les relations entre les médias et les entrepreneurs. Il y a quelques plus, c'est qu'il y a un changement, je dirais, de style. Autrefois, les gens qu'on admirait un peu comme ça, parce que voilà, sans savoir vraiment pourquoi, enfin, ce qu'on appelle les rockstars, étaient souvent des gens issus du milieu culturel ou de la littérature. Enfin. Et là, on a vu aussi un changement depuis quelques décennies où finalement les nouveaux entrepreneurs deviennent des espèces de stars. Steve Jobs, par exemple, était un type qui bénéficiait d'une aura assez particulière, qui était un peu repris par Elon Musk. Alors, les journalistes sont quand même sensibles à ça, même si ces gens-là commencent à devenir un petit peu trop riches et du coup deviennent un peu moins fréquentables. Les start-upers sont plutôt bien considérés, je dirais, par rapport au reste de l'économie et du monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que on peut les considérer comme des capitalistes, ok, ça c'est pas terrible, mais centrés sur des valeurs humaines. Ça, c'est tout un mouvement qu'on voit aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le patron de Whole Foods, est un grand défenseur du human-centered capitalisme. Il y en a d'autres aussi qui essayent de recentrer un petit peu les valeurs du capitalisme, donc du développement des entreprises et de l'économie, mais sans remettre en question ces principes-là, mais en mettant en question les valeurs qui le font. Le but, c'est un peu de rendre le monde meilleur avec une motivation éthique. Et là, on est en plein dans cette ère du moralisme. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est une chose importante. Et la jeunesse, qui est souvent le cas des start-upers, est aussi considérée comme une bonne valeur en soi. Je pense qu'aujourd'hui, on privilégie tout ce qui est jeune. Je pense que c'est une bonne chose.
Une conséquence de ça, de ces relations un petit peu particulières, je pense, c'est que d'abord, et ça, il faut que vous le sachiez si vous voulez faire connaître votre entreprise, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à de la publicité gratuite. Dans les journaux, autrefois et encore maintenant, il y a deux portes, une avec la rédaction, une autre de la publicité. Si vous allez chez l'un, vous n'allez pas chez l'autre. Vous n'allez pas aller chez les journalistes pour avoir de la publicité gratuite. Ça, il ne faut pas y compter. Donc, il faut partir avec une autre idée en tête. Et ces idées-là, aujourd'hui, c'est un peu démontrer l'impact de son business. Je pense que ça, c'est très important. C'est de montrer qu'on est utile, qu'on est capable d'avoir une influence sur le cours des choses, qu'on est capable de changer le monde un peu. C'est aussi, et ça, c'est quand même une tendance très forte maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle durera toujours, mais c'est très fort, c'est de démontrer la valeur éthique du projet. Ça, c'est plus rendre le monde meilleur. Et là, les journalistes, la presse est très sensible à ça. Et puis, dernier point, il faut savoir, quand vous avez affaire à des journalistes, ça vaut la peine de les aborder avec beaucoup d'empathie. Je donne par là un exemple. Quand on fait une conférence de presse ou quand on a un repas avec des journalistes, enfin un échange, si à un moment donné, la discussion tourne mal et que vous voulez changer de sujet, le truc qui marche à tous les coups, c'est de retourner le truc et de dire « Et vous, comment ça va dans le monde de la presse ?» À partir de là, ils ne parlent plus que d'eux, plus que de leurs problèmes, et vous avez réglé le problème des questions que vous ne vouliez pas aborder. Je veux dire par là, c'est vrai qu'ils sont tous très préoccupés par leur destin, ce qui va advenir de la profession, et je pense que c'est bien de leur montrer un peu d'empathie, et puis effectivement, si vous voulez vous sortir d'une situation difficile, je pense que vous pouvez utiliser ça. Donc, quand vous allez aborder la presse, je pense que ce sera important pour vous, et c'est vraiment le plus important, c'est de montrer dans ce que vous faites, dans votre projet, dans votre business, quel va être son impact, son outcome. L'idée, c'est pas de dire on est vachement méritant, on a beaucoup bossé, on mange que des pâtes depuis 3 ans, mais on va y arriver. Bon, ils seront sensibles au fait que vous impliquez beaucoup, mais ce qui est important vraiment, c'est ce qu'ils doivent pouvoir vendre eux dans leur journal, à la conférence de rédaction où ils vont vendre le sujet, c'est de dire ils sont en train de faire un truc, vous allez voir, ça va changer ça va changer ça, et je pense que ça vaut la peine qu'on fasse quelque chose sur eux parce qu'on anticipe un peu. Ça, c'est très important. Donc, il faut montrer ce que va apporter votre business à vos clients et puis à la société en général. Ça, c'est extrêmement important. Essayez d'imaginer et de faire miroiter les conséquences à long terme, important aussi. Et puis, essayez d'identifier le domaine dans lequel vous êtes qui puisse intéresser spécifiquement les médias, que ce soit dans le domaine de l'économie, de l'industrie, des services ou de l'environnement. Ça vous permettra après de savoir où aller, à quelle porte frapper précisément. Et puis encore une fois aussi, cette nouvelle dimension qui fait que vous devez pouvoir expliciter vos valeurs, vous devez, si possible, montrer que vos ambitions sont particulièrement d'abord humaines, éventuellement ensuite financières ou économiques, mais que vous êtes globalement désintéressé. Je pense ça, je vous conseille d'avoir cette attaque-là. Les journalistes n'aiment pas trop les gens qui sont intéressés à réussir financièrement. Essayez aussi d'isoler ou d'adresser un peu les classes de bénéficiaires, donc de pouvoir un peu expliquer à qui votre projet va profiter. Ça, c'est toujours une bonne chose. Puis évidemment, toutes les startups ou toutes les initiatives qui sont faites sur une base de non-profit trouvent un accueil, alors évidemment, très, très chaleureux auprès de la presse. Alors, le communiqué de presse, bon, pour la petite pub qui est pour cette rencontre, là, parlait de la manière de rédiger un communiqué de presse. Il faut savoir que dans les écoles de relations publiques, on prend des jours pour apprendre à faire un communiqué de presse. Donc, je ne vais pas réussir en 5 minutes à vous dire comment. Je pense qu'il y a juste 2-3 choses qu'il faut savoir par rapport au communiqué de presse. D'abord, le sort commun du communiqué de presse, c'est le classement vertical. Ça finit à la poubelle. On en reçoit dans une rédaction, je ne sais pas, 10, 15 par jour.
de gens qui très souvent se disent, bah, tiens, là, je vais aller chercher une publicité gratuite, je fais un communiqué de presse et puis je l'envoie partout. Donc, il ne faut pas en abuser. C'est vraiment un truc, on n'a pas 32 chances de faire une première bonne impression. Donc, ne le faites que quand vous avez quelque chose, ce qu'on a dit avant, qui vaut la peine d'annoncer et qui sera susceptible d'intéresser un certain nombre de journalistes. Je pense que le communiqué de presse ne s'utilise pas dans n'importe quelle circonstance. C'est important d'avoir que ce soit lié à un événement temporel. C'est le fameux biais négatif hein, de la presse. C'est-à-dire qu'on peut traiter de quelque chose que quand il se passe à un moment précis. On va pas, si par exemple, tout le monde sait que la famine a terriblement régressé pendant enfin terriblement, heureusement, mais beaucoup régressé pendant ces dernières décennies. La presse n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui se déroule peu à peu. On ne peut pas dire vendredi prochain, on aura passé, encore on pourrait, mais on aura diminué de temps. C'est pas tangible. Donc c'est quelque chose qui doit être temporel pour vous, pour les startups, pour les jeunes entreprises. Je pense que le gain d'un prix est une chose évidemment tout à fait indiquée. Le passage d'un cap dans un plan de développement, un succès tangible, ça c'est des choses qu'on peut aussi asserter avec des datas. Un pas dans le financement, ça c'est des choses que vous pouvez utiliser et qui seront bien reçues et qui feront en sorte que le journaliste va vous rappeler. Parce que ça le but du communiqué de presse, hein, c'est qu'en fait, vous mettiez votre contact et puis qu'on vous rappelle, vous pouvez expliciter et puis à ce moment-là, mettre toute une série d'informations que vous n'avez pas mis dans le communiqué de presse. Le défaut, c'est qu'effectivement, tout le monde est au courant en même temps. Et dans la presse, aujourd'hui, on a un peu la course au scoop. Donc, on aime bien être seul à avoir une info. Et ça, c'est quelque chose dont vous vous privez avec un communiqué de presse. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Comment est-ce qu'on crée son communiqué de presse? C'est comme pour toutes les affaires de communication, c'est du storytelling. Donc, on raconte une histoire, on espère qu'elle va capter l'attention de celui à qui on l'envoie. Il y a une règle qui est une règle absolue, c'est ce qu'on appelle l'info en tête. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais à la radio, par exemple, c'est une chose absolument essentielle, c'est que vous commencez avec le plus important. C'est-à-dire que si vous avez gagné un prix, c'est mon entreprise a gagné le prix de temps. Voilà. Et puis ensuite, vous développez. Le teasing, que parfois on a envie d'utiliser, en se disant, tiens, on ne va pas mettre tout au début et puis garder un peu. Ça ne marche pas du tout. En tout cas, pas dans les communiqués de presse. Donc, oubliez ça. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un titre qui est percutant et qui va attirer l'attention, mais qui dit l'information essentielle. Ça, c'est la règle de base. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un chapeau. Ça s'écrit toujours comme ça avec un O circonflexe, dans ce cas-là. Et ça, c'est une première attaque du communiqué de presse qui doit contenir l'essentiel en bref et qui doit répondre aux 5 questions qui sont à la base du métier, c'est-à-dire les 5 W, qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi. Pas comment, en fait. Ça, c'est vraiment les choses qu'il doit y avoir à l'intérieur. Je vous ai mis un exemple qui était assez bien fait d'un communiqué de presse qui était sorti par la Confédération pendant la crise. Le texte donne des détails, vous pouvez en ajouter un certain nombre. Il faut savoir que c'est la partie qui est la plus négligée, à l'exception de la toute fin. Donc, si vous trouvez une chute un peu subtile qui ajoute un peu d'infos, ça vaut la peine de le mettre, mais c'est vraiment la partie qui est un petit peu négligée. Et puis, chose très importante, à la fin, mettez vos coordonnées, vos détails pratiques. Le but du communiqué de presse étant qu'on vous rappelle et que vous puissiez entrer en contact et puis expliciter, et puis faire valoir un peu toute une série de choses. Il y a aussi la question du timing ensuite. Quand est-ce que vous allez envoyer votre communiqué de presse?
Je pense qu'il faut éviter les fins de semaine, évidemment, puisqu'il y a le week-end. Ils n'aiment pas avoir des choses qu'il va falloir faire plus tard. Donc, je vous conseille plutôt les débuts de semaine, dans l'idée où les choses sont traitées jusqu'à vendredi. À l'inverse, si un jour votre société marche bien, mais qu'elle a une mauvaise nouvelle à annoncer, alors là, du coup, vendredi, 18h30, vous envoyez votre communiqué de presse, et puis vous avez fait passer l'info, et puis il y a de fortes chances qu'elle soit pas reprise. Chose importante aussi à savoir, on distingue dans la presse, en journalisme, le sujet et l'angle. Souvent, on a tendance à se dire, bon, le sujet, c'est ça, je suis dans tel... Il suffit de savoir ça. Non, il faut toujours définir le sujet dans lequel dont on parle, avec son angle, c'est-à-dire comment est-ce que j'attaque ce sujet, qu'est-ce que j'amène par rapport à ça. L'exemple type, c'est qu'on voit aujourd'hui, le conflit au Moyen-Orient. Il y a 1000 angles pour l'attaquer, l'influence de la nouvelle présidence US, l'influence de l'Iran, les émeutes dans les villes mixtes, etc. C'est chaque fois une manière d'attaquer le même sujet, qui est celui du conflit au Moyen-Orient, d'une manière différente. Il faut rester focalisé sur cette information, pas partir un peu dans tous les sens. Il faut vraiment faut plutôt une information étroite que quelque chose de très large. Se mettre à la place du lecteur final, c'est dire, j'écris pas même pour le journaliste. En fait, ce que je mets dans mon communiqué de presse, c'est quelque chose que j'aimerais que le journaliste transmette. Donc, il faut imaginer que les gens ne sont pas tous des spécialistes, qu'ils ne sont pas tous des high level. Donc, il faut trouver le juste niveau de vulgarisation. Évidemment, il faut être factuel, pas de jugement de valeur. Et puis, je pense que c'est une bonne chose de mettre des chiffres, mais il ne faut pas en mettre trop. Parce que là aussi, les journalistes n'aiment pas, ils se perdent un peu. Et puis, il faut leur mettre les bons, ceux qui sont vraiment significatifs, et pas plus. Il y a une tendance dans le communiqué de presse aussi qui consiste à dire je mets des citations du CEO ou une citation de tel collaborateur, etc., entre guillemets. Franchement, moi, je trouve que c'est pas très bon. Ça convainc pas. C'est un peu comme quand vous entendez des pubs où il y a un soi-disant consommateur qui dit ah oui, je suis très content de mes lunettes Filman, c'est super. C'est pas crédible 2 secondes et demie. Quoi. Donc ça, je déconseille. Et puis évidemment, essayer d'éviter les poncifs, les grands, les trucs un peu évidents. Sachez quand même une chose, c'est que la naissance de la start-up n'est pas une information intéressante pour les médias. C'est seulement après. Voilà. Quand vous avez des étapes significatives, des tours de table, des choses comme ça, là, oui, évidemment, là, la presse peut être intéressée. 2 exemples rapidement, juste pour vous montrer un peu comment un mauvais exemple et un bon exemple. Ça, c'est le mauvais exemple. Vous voyez, ça date de 98, donc j'ai pris très loin, dans l'état de veau, en espérant que celui qui l'a écrit n'est plus de ce monde, comme ça je ne me fais pas d'ennemis. Mais c'est assez mauvais, parce qu'en fait, vous avez un titre qui nous explique que c'est un Américain qui va construire la cathédrale de Lausanne, très bien. Puis si vous regardez le chapeau, il n'y a strictement aucune information relevante sur le fait que c'est un Américain qui va construire une nouvelle œuvre de la cathédrale. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas quel Américain, vous ne savez rien de plus. Et le type, là, a fait un chapeau pour faire plaisir à ses chefs. Et du coup, il a cité toute la hiérarchie et l'organisation, le conseil d'État, et celui-ci, et celui-là, etc. Et ça, tout le monde s'en fout de cette information. Et donc, ça, plutôt mauvais exemple. Bon exemple, par contre, ça c'est Laffitte qui a fait ça. Vous voyez, vous avez à peu près tout dans le titre, de manière extrêmement concise. Donc c'est le gain c'est un prêt acquis par cette start-up. Vous avez le prix, vous avez qui l'attribue. Je pense que c'est assez bien fait. Et c'est court en plus. Un chapeau relativement court, sachant que dans la plupart des cas, le type qui le reçoit va lire le titre et le chapeau, vous avez l'essentiel, et puis s'il est intéressé, il va voir un petit peu plus loin. Seul défaut, vous avez justement ce que je disais là tout à l'heure, vous avez une citation, dernier paragraphe, d'une certaine Isabelle Jean,
Et puis, vous voyez en dessous que c'est le contact, donc c'est probablement la personne qui a qui a rédigé le communiqué de presse. C'est pas super crédible, quoi. Voilà. Les cibles, ça c'est important de savoir à qui vous allez vous adresser. Vous savez que les médias sont organisés en rubriques. Pour beaucoup d'entre vous, la mauvaise nouvelle, c'est que la rubrique scientifique n'est pas la rubrique la plus valorisée dans les journaux. On est loin derrière le rayonnement de la rubrique politique, par exemple, ou de la société. C'est quand même assez souvent le parent pauvre. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous combinez bien votre sujet et votre angle, vous pouvez vous offrir le champ des possibles. Vous pouvez vous ouvrir le champ des possibles. Et ça, c'est intéressant, puis ça peut vous permettre de frapper à plusieurs portes. Ne contactez pas forcément le rédacteur en chef, a priori, à moins que vous ayez un contact personnel avec lui. C'est le type qui est le plus sollicité, donc beaucoup de chances pour que les choses passent un peu comme ça. J'irai plutôt vers le chef de rubrique ou alors vers le journaliste directement en essayant de le trouver. Pour les trouver, je crois que c'est plus très compliqué aujourd'hui parce qu'ils sont très souvent, enfin, leurs noms apparaissent dans les articles ou dans les émissions. On sait en général comment sont construites les adresses mail, donc vous arrivez relativement facilement à trouver les gens qui vous intéressent. Voilà, ça c'est pour le communiqué de presse, mais c'est pas la seule chose qui existe si on veut se faire connaître. Je pense qu'il y a un autre moyen, mais là, disons, ça demande un prérequis un peu plus important. C'est la conférence de presse. Je pense que c'est un bon moyen aussi de faire quelque chose. Ça vous permet de faire venir plusieurs journalistes à la fois. Par contre, non seulement dans une conférence de presse, vous devez avoir quelque chose à dire, mais vous devez avoir quelque chose à montrer. Et là, je ne parle pas seulement d'une présentation. Hein. Je pense que c'est bien si vous avez, je sais pas, un invité ou si vous faites quelque chose de tangible, concret, faire une démonstration live. Si les gens se déplacent à une conférence de presse, c'est pour obtenir un peu plus que ce qu'ils auraient obtenu dans un communiqué de presse ou dans une présentation faite à distance. Ça, c'est important. Par contre, il y a un vrai avantage, c'est que non seulement vous donnez votre information, vous pouvez vérifier comment elle est reçue parce qu'ils vont vous poser des questions et puis vous verrez bien s'il y a des malentendus ou si ça accroche bien. Et puis, ça vous permet de les rencontrer, donc de commencer à créer un réseau. Et ça, c'est une bonne chose. En plus, vous pouvez faire se rencontrer des gens dont la rencontre n'était pas forcément donnée. Hein. Je pense à un journaliste et puis un prof ou un mentor ou quelqu'un qui vous aide et qui va pouvoir amener quelque chose de différent. Donc, créer cette espèce de dialogue et d'intérêt, je pense que c'est une bonne chose. Moi, quand je organisais des conférences de presse, je faisais souvent venir des gens qui n'étaient pas directement dans le sujet pour pouvoir témoigner. Quand on a fait les conférences de presse de présentation des camps là, du Silicon Valley, on faisait souvent venir des alumni qui expliquaient, qui témoignaient. Voilà. Donc, ça amène un plus et ça permet, ça crée de la matière pour la presse. Ouais, alors faites gaffe avec la conférence de presse, il ne faut pas la rater la première fois parce que ils n'aiment pas se déplacer pour rien, surtout qu'aujourd'hui leur temps est compté. Et donc, il faut de la substance. Ça, c'est vraiment impérieux. Je crois que le meilleur moyen aussi pour faire connaître son travail, son entreprise, sa start-up, c'est de créer son réseau avec la presse. Ça vous permet, une fois que vous avez quelques contacts privilégiés, de contourner ce côté anti-scoop du communiqué de presse. Les relations privilégiées sont toujours préférables. La population des journalistes, en principe, est une population relativement jeune, donc vous devez pouvoir trouver des terrains d'entente, vous entendre assez bien avec eux. Je pense que ça, en tout cas, nous, les expériences qu'on a eues, notamment sur le Silicon Valley Startup Camp, ça a relativement bien marché. L'exemple, donc dans la société qu'on a créée, là, on a gagné un concours de notourisme. Et c'était très marrant parce que la presse romande avait signalé la création du concours. On a gagné pour la première édition. Hein. La presse avait signalé l'existence du concours. Quand on a gagné, Vaud Tourisme, l'association qui décerne le prix, a envoyé un communiqué de presse. Zéro réaction. Zéro réaction. Je n'ai pas eu un seul téléphone. Aujourd'hui, on a eu 6 interventions dans la presse et je les ai toutes eues parce que j'ai appelé les gens. En leur disant, vous avez vu, il y a un communiqué de presse qui est sorti, on a gagné un prix, est-ce que ça vous intéresse éventuellement d'en parler? Puis là, oui, ça vient. Mais donc,
c'est vrai que, bon, je les connais, je viens de ce milieu-là, c'est pas très compliqué, mais c'est comme ça que ça marche le mieux, c'est clair. Donc, pour créer son réseau, n'hésitez pas à inviter les gens à venir voir ce que vous faites, sans parler d'articles, sans parler de… Mais dire, voilà, ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez venir. Mais venez voir, venez sur place. Alors, je sais que la période aujourd'hui n'est pas extrêmement favorable, mais ça devrait normalement s'arranger. Et je pense que c'est vraiment très important de se dire qu'il faut pouvoir montrer quelque chose plus que de simplement envoyer de l'information comme ça. Puis évidemment, quand vous serez un peu, vous commencez à avoir un peu de moyens, ce que je vous invite à faire, c'est de les inviter à découvrir des choses, des impacts ou voilà, des terrains sur lesquels vous vous développez, à faire des voyages, des choses comme ça. Les journalistes aiment bien qu'on les invite à voyager. Ça leur arrive de reprocher ça à d'autres, mais eux refusent rarement qu'on les invite. Et puis, vous pouvez créer des rencontres informelles aussi. Vous parliez de ce club du lundi, enfin, ces rencontres que vous allez faire. Ça, je pense que c'est une excellente, c'est le meilleur moyen, finalement, de créer des contacts. N'hésitez pas à inviter 2-3 journalistes s'il n'y a pas de problème de confidentialité. Il y en a quelques-uns qui sont intéressés, qui aiment bien ça. Je me rappelle quand on est revenu de Californie plusieurs fois avec le rédacteur en chef du Temps à l'époque, on avait eu des discussions pour essayer de créer justement ces trucs de coworking qu'on faisait, qui sont très très fréquents en Californie et qui permettent à des gens qui viennent d'horizons complètement différents de se rencontrer, d'échanger. Ça fait beaucoup avancer les choses. Voilà. Puis évidemment, il reste encore toujours les alternatives payantes, c'est-à-dire que vous pouvez soit faire savoir que vous existez sur les réseaux sociaux, mais ça, je pense que vous n'en privez pas. Ça arrive parfois aussi aux oreilles des journalistes par ce biais-là. Et puis, il reste évidemment la publicité payante, traditionnelle ou sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est vrai que ça donne un peu moins de crédibilité. Par contre, pour vous, c'est plus de souplesse et plus de surface. Alors, pour terminer, peut-être juste ça, cette question du succès, c'est un peu la thématique, comment se faire connaître. Il faut peut-être quand même, de toute façon, se poser la question de savoir si c'est utile de se faire connaître. Il faut savoir que la notoriété n'est pas forcément une assurance de succès. Hein. Nous, là, avec notre projet, on est très contents parce qu'on a eu 5 ou 6 occurrences dans la presse. Alors, évidemment, ça fait un peu parler, mais ce n'est pas du tout une assurance de succès. Moi, j'aurais préféré qu'on commence par voir qu'on a des clients et puis que ça marche et puis ensuite avoir de la presse. Mais bon, voilà. Par contre, une chose est sûre, et ça, c'est pour vous, c'est important, c'est que le succès va attirer la notoriété. Donc, il vaut mieux miser là-dessus et pas sur le phénomène inverse. Voilà. Voilà, grosso modo, c'était un peu ce que j'avais mis quelques notes comme ça. Ma compagne, qui est une esthète, a mis un peu de bleu autour. Mais c'est vraiment juste des notes. Et puis, je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Un tout grand merci en tout cas pour la présentation. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez vous unmute directement. Oh, on a du monde en plus depuis le début. Hein. Bonsoir, merci pour la présentation. Effectivement, j'aurais une question. Vous avez indiqué qu'il faut contacter soit un chef de rubrique ou un journaliste. Vous avez ainsi indiqué qu'ils aiment bien avoir un scoop. Donc, oui. Idéalement, on en choisit un journal et on se concentre sur celui-ci, ou quand on fait un communiqué de presse, on va quand même en sélectionner plusieurs pour augmenter nos chances. Comment vous pensez ? Oui. C'est 2 démarches complètement différentes. Hein. Le communiqué de presse, effectivement, si vous voulez, c'est un peu lancer beaucoup d'hameçons à la fois et puis espérer que ça accroche. Le contact privilégié, c'est un peu, c'est différent. Donc là, vous vendez un scoop et vous augmentez vos chances d'être traité, mais du coup, vous diminuez votre surface. Donc c'est un peu, c'est un trade-off. Mais ce que je ferais, en tout cas par rapport au communiqué de presse, comme je vous le disais, je pense que c'est quelque chose où il faut vraiment avoir une information extrêmement ponctuelle qui justifie qu'on s'adresse de manière large. Donc finalement, pour résumer, s'il fallait, je pense que la meilleure solution pour faire connaître sa start-up, c'est de créer son réseau, ou en tout cas de créer quelques contacts un peu privilégiés,
avec des journalistes dont vous savez qu'ils peuvent être intéressés par votre domaine. Ça, c'est vous qui devez faire un travail sur la presse existante, regarder un peu quels sont les articles qui sortent, qui les signent, repérer les bons, quoi. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Fabrice Delay, qui était très longtemps à Bilan. C'est un gars qui connaît extrêmement bien tout le domaine de l'innovation, des startups, du financement, des business angels. Il a un réseau énorme qui n'est pas seulement dans la presse. Et ça, c'est un gars, bon, alors évidemment, il est très sollicité parce qu'on le connaît, quoi. Mais ça vaut la peine, si vous avez une bonne idée, quelque chose qu'il faut vendre, d'aller vers lui. Alors, il n'est plus chez Bilan maintenant, il est à ID News. Mais enfin bon, on le trouve assez facilement aussi. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut être intéressant. Là, si je peux vous donner quelques noms de gens qui sont intéressants, mais je pense qu'on peut les trouver assez facilement. Mais alors avant, vous aviez. Le problème, c'est que ça bouge beaucoup et ça bouge relativement vite. Stéphane Benoît-Godel, rédacteur en chef du Temps, était quelqu'un qui avait un vrai intérêt pour l'innovation, pour les jeunes entrepreneurs. Et puis, il n'est plus autant, quoi. Il a l'illustré, donc l'illustré, c'est un peu différent. C'est pas tout à fait le même, c'est pas les mêmes traitements. Ils font des trucs, hein, aussi. On va être dans le prochain, nous, ils ont une page qui s'appelle les romans du talent. Alors, ils s'intéressent aux gens qui lancent des petites boîtes, des choses comme ça. Alors bon, pourquoi pas, hein. À part ça, c'est pas inintéressant. L'illustré, c'est une grosse, c'est un gros lectorat. C'est un des rares journaux qui a encore beaucoup de pubs, donc c'est bon signe pour eux. Donc voilà, il faut jamais cracher sur rien. Moi, j'aurais une autre question. Personne d'autre en a. Par rapport aux articles sponsorisés, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou pas, vu que c'est de la pub un peu particulière? Et puis, je ne sais pas si quand on fait ça, est-ce qu'on a un contact avec un journaliste ou un contact avec uniquement un publicitaire, ou si c'est nous qui l'écrivons. Je ne sais pas si tu connais un petit peu à propos de ça. Oui, écoute, ça fait partie de ces nouvelles formes qui ont été lancées, notamment par Le Temps en Suisse romande, hein, qui sont, si tu veux, ça fait partie des solutions que les journaux ont cherchées pour pouvoir, pour s'en sortir, quoi, pour pallier le manque de pub. Autrefois, il y avait un dédain absolu. Enfin, les journalistes disaient, moi, tout ce qui est commercial, tout ce qui peut porter à confusion, il n'en est pas question un instant. Et je me rappelle, moi, il y a longtemps, vraiment des puristes absolus. À la radio, par exemple, on ne donnait jamais les marques, hein. Si on parlait de Ghosn en disant c'est le PDG d'une marque de voiture automobile franco-japonaise. Mais Renault, Nissan, jamais on l'aurait dit. C'était pas possible. C'était une faute, une vraie faute. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des fois les premières pages de journaux qui sont une pub, alors que la une du journal, c'est la cathédrale, enfin, c'est le truc intouchable. Donc en fait, ces articles sponsorisés sont venus un peu s'ajouter à ça, où finalement les journalistes lâchent un peu de la notoriété de la rédaction au département publicitaire qui vend ça. Alors, l'écriture de ça, en fait, elle vous est laissée, mais elle est quand même contrôlée. C'est-à-dire que si tu fais un truc super, tu vois, avec que des qualificatifs, des superlatifs, machin publicitaire, premier degré, ça ne va pas passer. Parce qu'ils ont raison de ne pas laisser passer, parce que tu n'as aucune crédibilité, hein. Les gens font vite la différence. Ça devient un peu plus difficile maintenant, mais on arrive quand même à faire la différence entre quelque chose qui est sponsorisé, où on sent bien qu'il y a une volonté de faire passer un message commercial, mais à travers de l'information. Et finalement, moi, je suis pas contre, mais il faut savoir qu'il y a, pour beaucoup de gens, c'est encore pas tout à fait la même crédibilité que si c'était un article, quoi. C'est clair. Alors, dans ce cas-là, on peut toujours se poser la question de savoir si c'est pas mieux de mettre une pub pour le même prix, hein. Mais les prix ne sont pas tout à fait les mêmes, d'ailleurs. Ils ont pris ça en compte. Et, tu vois, c'est un peu des échelles différentes. Mais ça prend plein de formes différentes, hein. Par exemple, au Temps, on peut faire ça sous forme de vidéo aussi, sponsorisée. C'est pas ça qui va forcément du coup nous
faire une porte d'entrée auprès des journalistes, ou c'est même plutôt l'inverse du coup, si j'entends bien. Oui. Ouais. Non, je pense que pour créer son réseau, le but, c'est de repérer un ou deux qui sont intéressants, qui sont des gens dont on sait qu'ils auront un accueil favorable, et puis de les inviter à venir découvrir quelque chose, à leur montrer, à prendre un peu de temps, ou alors à participer à une réunion un peu comme ce que vous faites, pour être dans cette ambiance. Mais ça, c'est pas très Covido-compatible. C'est vraiment des choses où, enfin, vous l'avez connu quand on était en Californie, hein, ça se passe à 5 heures l'après-midi, les gens viennent, c'est un peu l'after-work, il y a un côté un peu festif, et c'est là qu'il y a des échanges extraordinaires. Et moi, je me rappelle quand on était en Californie, là, on a eu un de ces trucs à 17 heures, il y avait des fûts de bière, il y avait des cartons de pizza qui s'empilaient sur les tables. Et puis, il y avait des speakers qui se suivaient toutes les 10 minutes de manière un peu informelle. Et là, les journalistes qu'on avait avec nous, ils étaient juste scotchés. Parce qu'il y avait à la fois de l'information à travers les gens qui parlaient, puis une ambiance, une espèce de sentiment d'en être, d'être dans ce milieu-là, et puis d'en découvrir les vertus, et le côté sympa, et dynamique, et innovant. Et ça, je pense que ça vaut la peine. Et nous, on avait essayé en rentrant de monter des trucs comme ça, mais on n'avait pas trouvé de sponsor qui était prêt à soit nous prêter les locaux. C'était un peu compliqué. On n'a pas réussi à aller beaucoup plus. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu aurais des anecdotes ou conseils peut-être par rapport à quand tu as des partenariats en tant que start-up avec d'autres entreprises, ou que tu as un gros client, ou alors même que tu es dans un incubateur et que du coup tout ce que tu dis forcément pour un sujet va aussi peut-être indirectement ou directement impacter cette personne-là. Enfin, comment tu es censé gérer ça? Ou est-ce que tu as des histoires par rapport à ça aussi, ou... Tu veux dire les relations avec les partenaires ou des choses comme ça? Par exemple, nous, on a dû faire un blog release, maintenant j'ai perdu le mot, press release, enfin voilà, communiqué de presse, donc pour annoncer qu'on faisait des tests sur la ligne 24 des TL pour l'audio guide qu'on a fait. Et donc forcément, ça concerne aussi les TL, et là, après, tu as les deux angles d'attaque dans la presse qu'on a eu, c'est celui qui va s'intéresser aux TL avant tout, genre les TL lancent cet audio guide, etc., et celui qui s'intéresse à nous en mode, ah, la jeune startup, etc. Moi, la question qu'on avait et qu'on a toujours un peu, c'est comment est-ce qu'on fait la part des choses entre parler de nous, parler de ce qu'on fait, et même là, si on va aller dans l'incubateur EHL bientôt, bah, eux, ils ont aussi des contacts forcément. D'un côté, ils aimeraient être cités, de l'autre côté, c'est eux qui peuvent nous amener des opportunités. Enfin, c'est surtout ces questions un peu, quoi. Ouais. Bon, je pense que ce qu'il faut faire, c'est coordonner. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que tu peux pas, si c'est vraiment comme la ligne 21, par exemple, tu peux pas dissocier ça des TL. Oui, non, c'est clair, on communique avec eux et puis on regarde avec eux, mais tu peux pas vraiment communiquer non plus avec la presse en mode... Enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas si toi, tu avais des anecdotes, par exemple, avec la BCV ou autre, ou qu'est-ce qui se passe quand tu as justement des gros partenariats et comment faire en sorte... Enfin, des astuces simplement, parce que pour l'instant, on a bien réussi, je pense, mais je sais pas, il y a des choses à éviter peut-être Non, écoute, je sais pas, j'ai pas de souvenir de situations du même genre, mais je pense que quand on a des partenariats et qu'on communique sur un événement, qui est le lancement d'une initiative, ou enfin, comme on en a parlé tout à l'heure, je pense que tu dois prendre le lead en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, tu dois dire, bah, OK, il y a des partenaires, tu dois t'entendre avec eux avant, en disant, bah, vous êtes des partenaires, mais pour les relations presse, je prends le lead. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, si tu fais une conférence de presse, ils ne vont pas venir, puis ils ne vont pas dire 2 mots à la fin, ou répondre aux questions. Ça, il faut qu'ils soient là. Mais je pense que si le but est de lancer l'initiative, en l'occurrence à Ligne 21, eh ben, c'est toi qui prends le lead. Tu ne prends pas le risque d'avoir le porte-parole des TL qui vient parasiter le truc et mettre de la langue de bois dans le communiqué de presse, ou tu vois. Non, mais ça peut être très intéressant aussi, moi je trouve quand même d'avoir leur point de vue et tout ça. Nous, on avait fait justement avec une citation de leur part aussi, et je pense que ça donnait aussi du concret, mais c'est vrai que ça doit dépendre du contexte du coup. Ouais. Non, mais il faut le faire. Mais par contre, quand tu rédiges ton communiqué de presse, ou quand tu mènes ta conférence de presse, là, c'est toi, tu prends le lead, tu prends ça pour toi. Ouais. Et puis le partenaire, il est représenté. Il y a quand même un petit souci.
il y a quand même un truc, enfin, tu me dis si je fais trop long, mais par exemple, il y a souvent des boîtes qui vont faire prestataire pour d'autres et donc ils vont fournir un nouvel outil ou une nouvelle chose qui finalement concerne surtout la boîte en question. Alors là, ça va souvent être la boîte en question qui va faire un blog release en disant grâce à ce partenariat, nous avons cet nouvel outil ou je sais pas quoi. Bon, oui, oui, Il y a mais pas ça, de sens au final, quoi. tu peux les décourager de faire ça. Hein. Ok. Ça marche pas très bien. Enfin, en tout cas pas en tout cas pas via un communiqué de presse. Ce qui peut être intéressant pour les partenariats, nous on nous posait souvent la question à la BCV, c'est de dire est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous cite comme un client? Hmm. Et puis du coup, tu mets le logo sur ton Ouais. site, et puis ça rend, ça te donne un peu d'épaisseur. Tu dis ah Non, ouais, c'est ça. ils ont des Clair. super clients, hein, c'est pas des rigolos quoi. Par contre, si l'autre sort un communiqué de presse pour dire oh youpi, on est partenaire avec cette start-up qui se lance, ça va pas leur apporter grand-chose. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un a encore une question? On va toucher gentiment à la fin. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser? On en a peut-être personne d'autre? On en avait peut-être une qui avait été mise dans notre formulaire qu'on avait envoyé. C'était comment se faire reconnaître en tant qu'expert du domaine et ainsi être invité pour des conférences, tables rondes ou séminaires. Je ne sais pas si c'est l'un de vous qui l'avait posé. Ouais, c'était intéressant. Bon, ben, il y a la voie académique habituelle, hein, si vous avez beaucoup publié et puis que vous avez un bon taux de reprise de vos articles, vous allez finir par devenir un expert recherché. Surtout si vous êtes épidémiologiste en ce moment, là, je pense que c'est assez facile. Sinon, ouais, bon, ben, il y a toujours la question du réseau. Je pense que ça c'est important. Et puis, il y a peut-être aussi la possibilité, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça peut être intéressant, c'est de proposer des contributions à certains journaux. Il y a un de vos camarades qui est venu avec nous dans un camp qui s'appelle Danny Serron, qui avait, à l'époque, il avait 22 ans, je crois. Il avait déjà monté sa boîte de marketing. Et je me rappelle qu'après le camp, il a commencé à proposer des contributions à bilan sur l'évolution du marketing digital, enfin tout ce domaine qui devient vite assez compliqué. Et là, 4 ou 5 ou 6 ans plus tard, il continue de faire des contributions dans Bilan. Et je pense que c'est quelqu'un qui a acquis pas mal de notoriété avec ça et qu'on voit de temps en temps interroger comme étant un bon spécialiste. Vous pouvez mettre ses contributions dans la presse, évidemment, mais ça, il faut réussir à le faire accepter. Si vous êtes gratuit, je pense que vous avez plus de chances que si vous faites payer, évidemment. Et puis, ces contributions, vous pouvez aussi, si vous avez des blogs ou des plateformes à disposition, vous pouvez évidemment publier des articles qui pourraient être intéressants et après, il suffit d'envoyer un lien à un journaliste, oh, bah, tiens, ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà. Et je pense que ça, c'est une solution. Et pour ça, les réseaux sociaux aident bien. Hein. Ça permet d'avoir une proactivité assez importante. Merci pour la réponse. Ouais, ça me fait penser à, il y a, pour ceux qui connaissent Tev ici Japon peut-être, donc c'est un YouTuber en Japon qui a sa petite boîte d'export de bonbons en Europe. Et eux, ils ont commencé tout un concept de faire des vlogs de ce qui se passe dans la boîte, les gens qui sont une quinzaine. Et genre chaque semaine, ils publient un épisode de 40 minutes en racontant un peu les problèmes, les défis, etc. Et c'est très dynamique et c'est très... Enfin, ça fait carrément toute une série à elle-même. Et finalement, genre, avec de la créativité, justement, on peut même rendre... Son propre concept intéressant et le raconter, donc soit en blog par écrit ou soit aussi en vidéo. Ouais. Bon, il faut quand même que ce soit, enfin, ça peut être très time consuming. Hein. Oui. Donc, et tu vas pas être dans la presse après avec ça. Pas forcément. Et puis en plus, je pense que si vous montez votre boîte, vous avez bien d'autres choses à faire. Sinon j'aurais déjà commencé, ça c'est clair. Mais bon. Donc là aussi, il y a un trade-off. Ouais, ça peut être. Danny, c'est un cas un peu particulier parce que comme c'est dans le marketing,
l'écriture est un peu naturelle, il fait des rapports pour ses clients, etc. Donc, je pense qu'il arrive à maximiser, à optimiser sa productivité. Mais je pense pour quelqu'un qui monte une start-up dans le dur, qui doit être tous les jours à résoudre des problèmes, etc. Bon. Mais il n'empêche que c'est ce qui fait partie aussi de la sympathie que tu attires un peu avec ça, c'est qu'en tant que jeune de la région, avec un peu de nouveautés, etc., si tu t'ouvres un peu et que tu n'es pas opaque complètement, il y a aussi plus de connexions qui se font, ou d'empathie, ou tout ça. Donc, je sais pas. On a quelques exemples. Hein. Je pense à François Briot, par exemple, qui a très vite acquis une visibilité dans les médias, en partie aussi parce qu'il faisait partie du camp, puis du coup il était en contact avec des journalistes. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, puis il a une certaine expertise à la fois sur l'innovation et puis sur le domaine de sa boîte. Bon, en plus, il fait partie d'une famille où ils sont tous un peu comme ça. Donc, et ça, les journalistes aiment bien aussi parce que ça fait un an. Donc, vraiment, ça facilite. Enfin, c'est pas fermé, les possibilités sont là. Et je pense que la question essentielle à se poser, c'est de se dire, est-ce que vraiment la notoriété est utile à ce moment-là? Est-ce que ça va apporter quelque chose au développement de la boîte ou pas? Auquel cas, c'est peut-être pas la peine de perdre de l'énergie pour ça et puis d'attendre un moment plus favorable. C'est une question qu'il faut vraiment se poser. Voilà. Génial. En tout cas, un énorme merci. J'ai adoré la présentation. Merci pour tout. Merci pour avoir répondu à toutes les questions. J'espère que ça m'a aidé. Et à une prochaine, j'espère. J'espère en vrai, tous vaccinés. Ouais, ça sera plus cool. Ouais. En tout cas, bonne chance à tous. Je ne sais pas si vous avez tous des projets, mais j'espère que vous pourrez vous pouvez bien travailler en ce moment malgré les conditions et que vous allez connaître le succès. C'est en tout cas ce que je vous souhaite.